Merci beaucoup, Monsieur Dubé, pour votre rapport exhaustif et nous remercions le personnel aussi pour leur travail. Donc, je vais demander aux personnes s'ils veulent poser des questions, de se présenter, si, pour s'assurer que tout le monde ait l'occasion. Je vais vous donner 5 minutes chacun. Et comme ça, tout le monde pourra poser les questions qu'ils veulent. Pour référence, je vais commencer avec le conseiller Pellerin. Avez-vous des questions? Merci, Monsieur le maire. Donc, avons-nous un engagement de la province du Nouveau-Brunswick pour un montant précis? Non, pas pour un montant précis, mais le premier ministre a dit plusieurs en public. Ça a été publié dans notre journal local qui s'est engagé à voir ce projet. Il veut voir le plan commercial final avant, pour voir de quoi ça va ressembler, quels sont les partenaires. Donc, il s'est engagé à appuyer ce projet à ce point-ci. Donc, la ville a un projet d'immobilisation sur les 5 prochaines années. Est-ce que la province a le même genre de plan? Donc, pour l'avenir proche, la province a un projet d'immobilisation, mais ce n'est pas le même genre de financement pour ce projet. Ça viendrait de deux sources, des ententes provinciales fédérales pour l'année prochaine ou à travers les budgets qui sont déjà établis. Qui pourraient nous fournir des subventions. Donc, ça ferait partie de ce volet. Moi, ce que je vois de la province pour aller de deux voies unilatéralement sur 3 ans, une entente de 3 ans. Donc, disons 30 millions de dollars, on pourrait avoir 10 millions par année sur 3 ans. Et avec une entente, on pourrait faire des remboursements contre les coûts. Donc, ça ferait deux options. Donc, vous voyez ça comme positif de la part de la province. Je pense que le Conseil a dit par le passé que la province aurait beaucoup d'avantages sur ce procès, non seulement vendre des billets à ses activités, à ses spectacles, ça serait une taxe de vente, mais sur la construction aussi, il y aurait des revenus fiscaux. Donc, à la fin du jour, on va leur montrer notre plan d'affaires et sur nos calculs, on va leur montrer ils vont profiter de leur investissement, qu'ils vont reprendre certains de ces coûts qu'ils ont donnés. Donc, pour la ville de Moncton, nous n'avons pas ce genre de reprise d'argent sur des taxes qui vont être générées comme ça, mais nous sommes propriétaires du centre, donc nous pourrons pas générer des taxes sur cela. Nous aurons 7 acres de terre, donc ça va générer des taxes sur les propriétés, les impôts fonciers. Donc la province va être récompensée beaucoup plus vite que nous. Ben, pour les impôts fonciers, comment est-ce que ça va fonctionner? Mais pour la patinoire, mais qu'est-ce qui est autour de la patinoire va faire l'objet d'impôts fonciers, mais pas la patinoire elle-même. Nous aurons d'autres options, mais on ne pense pas avoir des réponses positives. Maintenant, on ne peut pas changer les politiques fiscales. Je pense qu'ils vont nous donner une subvention directe.
Et le 107 millions de dollars, est-ce que c'est aujourd'hui ou un chiffre à l'avenir? Ben, à quelle année est-ce qu'on peut calculer cela? Ces sommes seraient fondées sur 2016 et 2017. Donc, on aurait un pourcentage par année, peut-être 90%. Donc, si on demande au gouvernement provincial, est-ce qu'on peut utiliser cette somme dans le futur, établie dans le futur, il faudrait leur montrer le coût du projet par rapport aux chiffres futurs. Donc, ces sommes qu'ils nous donnent, si ils sont d'accord, et nous enverrons des chèques en 2016, 2017, donc la valeur à ce moment-là. Donc, ce serait des valeurs futures, pas vraiment, mais ils nous donneront un montant d'argent, comme 10 millions de dollars par exemple, c'est la valeur en 2016 ou 2017 pour établir leur subvention. Et quel est le fonds de prévoyance pour cela? John, pourriez-vous en parler? Monsieur le maire, pour les éventualités, ça serait inclus dans le montant global. Je vais vous rappeler le concept. On a toujours des estimés, des scénarios, et nous avons zéro chiffré pour les coûts. Une fois qu'on aura ces coûts établis, quel est l'estimé aujourd'hui? Est-ce que c'est 10% des coûts, 5%? Il faudrait que je demanderais peut-être à M. Tate de répondre. Mais selon les projets, ça pourrait être 5 à 10%. Ça dépend des projets selon la conception et les exigences. Habituellement, c'est 10%. Le modèle qu'on a utilisé, c'est un scénario autour d'une certaine somme d'argent. Mais il y aurait une éventualité dans cette somme, peut-être 10% d'éventualité. Habituellement, c'est de 5 à 10%. Il n'y a pas de chiffre précis en ce moment pour la magnitude d'un projet. On a toujours des éventualités. Est-ce que ça contient une portion de la TVH? Oui, pour les estimés d'aujourd'hui, oui, tous les coûts sont compris. C'est le deuxième scénario, au moins le deuxième. Et chaque scénario, quand il est plus près à la fin, ça devrait inclure tous les coûts. Donc, on paierait ça de la TVH. Donc, je demanderai peut-être d'autres questions plus tard. Merci, Monsieur le maire. Je pense qu'on devrait vivre avec nos propres moyens, mais je pense que c'est un bon projet. Et le centre-ville a besoin d'embellissement. On voit tous ces parcs de stationnement. On devrait avoir plus de commerce au centre-ville pour générer des affaires. Je vois qu'on a des tas de limites. Donc, on peut aller de l'avant pour voir où nous sommes rendus. Et si ce n'est pas faisable à l'avenir, on aura l'occasion de rejeter. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dubé, pour votre présentation. Ça met le projet total en perspective et ça démontre le travail qui a été fait depuis le début. Et
en termes de la manière dont ça a été communiqué. C'est une bonne façon de tout rassembler. À mon sens, c'est on regarde au-delà de Highfield Square. Nous avons reçu une présentation à un moment donné sur la rue Saint-Georges et qu'est-ce qu'elle pourrait ressembler. Et nous savons que le marché de Moncton, nous avons le secteur riverain et enfin nous avons Place Resurgo. Donc Highfield Square. Donc je vois 4 projets importants. Et je ne sais pas comment tout peut être incorporé ensemble. Donc, si on construit une maison, on se pose peut-être des questions. Je devrais peut-être construire un garage et pour que tous puissent s'ajouter. Ça n'a pas été le point focal jusqu'à maintenant, mais au centre-ville, on doit regarder plusieurs régions. On a vu un développement ce soir en arrière de l'hôtel de ville. C'est à proximité de Resurgo et c'est tout près du marché de Moncton aussi. Donc, j'aimerais avoir cette discussion. Okay, j'aimerais vraiment qu'on avance. J'aimerais vraiment qu'on avance à Moncton. Pleased to see the way the. Alors, il faut qu'on suive le processus de budgétisation. Il faut qu'on voit comment ça marche. Il faut que nous soyons très responsables sur le plan financier. Et au fur et à mesure qu'on avance là-dessus, j'aimerais en entendre davantage. Parce que pour vraiment permettre aux promoteurs privés d'avancer, si nous, on montre que ces 4 piliers, si vous me permettez, si les 4 sont affectés, tout le reste est généré également. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, on vous demanderait de considérer cela. Oui, merci. Je partage votre vision et votre enthousiasme. Mais, Monsieur le maire, je voulais indiquer au Conseil que tous les résidents de Moncton qui étaient au marathon de Boston ont été trouvés et tout le monde est bien, est en sécurité. Tout le monde a été, personne n'a été blessé dans les incidents d'aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais juste indiquer au Conseil et au public que la prochaine mise à jour sera au 6 mai, où on parlera des résultats du DDQ et le plan financier de 30 ans à jour. Pour revenir à terre, Monsieur le conseiller, la beauté de ce projet est que nous croyons qu'il permettra beaucoup plus de développement. Il y a un site qui a 7 acres de terrain qui sont là pour être aménagés, en plus du centre. Il y a des dizaines de millions de dollars de potentiel d'aménagement, avec beaucoup sur la rue Main même. Juste en face, il y a l'hôtel Crowne Plaza. Et je ne peux pas imaginer que les propriétaires du Crowne Plaza ont acheté cela pour le laisser comme il est. Il faut qu'ils refassent le stationnement. Ils ont acheté le terminal d'autobus à côté, les autres terrains autour. Alors, nous pensons qu'il y a un grand potentiel de développement là aussi. Un peu plus loin face, quand on regarde ce qui appartient à Dick Carpenter, il est facile d'envisager un lien pour la rue Highfield qui pourrait passer au-dessus ou en dessus. Les voies ferrées, même par voie
piétonne, on aurait accès à tout ce terrain-là. Alors, il y a beaucoup de terrain de ce côté-là de la voie ferrée qui pourrait être développé, qui pourrait être déclenché par ce genre d'aménagement. Et dernièrement, la province du Nouveau-Brunswick a fait une demande de position pour l'ancienne prison. Et juste en face, il y a l'ancienne caserne, qui est un terrain au centre qui est sous-utilisé actuellement. C'est un terrain superbe qui donne sur la rivière, sur l'eau. Alors voilà, de belles possibilités d'aménagement aussi. Il y a d'autres qui sont venus nous voir dernièrement qui ont dit « Ah ben voici, nous avons ce terrain qu'on aimerait aménager. » Il faut qu'on soit ingénieux quant à ces aménagements. Comme le conseiller bourgeois l'a dit, il pourrait y avoir de l'argent, beaucoup d'argent associé à ces projets et il faudra les regarder. Il faut regarder une analyse de rentabilisation à la fois. Mais lorsqu'on regarde la carte et le plan de la ville avec tous ces terrains de stationnement, il y a beaucoup de potentiel de redéveloppement, d'aménagement. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire à court terme, en 5 ans, admettons. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci. Maire adjoint. Merci, Monsieur le maire. Premièrement, Jacques, comme on l'a dit, j'apprécie beaucoup votre présentation ce soir. Ça donne une bonne compréhension au public de ce que nous faisons, ce que nous avons fait. Moi et le conseiller Hicks et Jim Lockyer avons siégé à ce comité et au sous-comité, le comité des finances. On avait des inquiétudes. Cependant, je serais très intéressée de voir ce qui sortira des DDQ et le genre de propositions que nous allons recevoir. Et ça me fait plaisir de voir aussi que le financement de l'infrastructure qui nous a causé de problèmes dans le passé, j'espère que ça deviendrait beaucoup plus appétissant pour tous si on pouvait recevoir une bonne partie du gouvernement fédéral. Il me semble que notre député fédéral est très optimiste et comme dans la mesure que nous indiquons bien clairement nos priorités, je pense que ce sera très utile. Bien sûr, nous ne voulons pas que ceci soit un fardeau fiscal pour les contribuables. Il y a plusieurs personnes qui vivent sur revenus fixes et nous le comprenons. Et je veux que ce soit une réussite, mais pas à n'importe quel prix. Et ça a toujours été une de mes préoccupations également. Je pense que votre présentation ce soir va générer beaucoup de discussions parmi les citoyens et les aidera à mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se passera. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui viendra des DDQ, ces demandes de vérification, voir ce qu'auront à offrir les répondants. Merci. Merci beaucoup. Conseillère Arnold. Merci, Monsieur le maire. Et encore une fois, merci. C'était la première fois que moi, en tant que conseillère, avait vu le tout rassemblé ensemble. J'ai beaucoup apprécié. Vous avez fait un commentaire qui m'a intéressé, comme quoi les gouvernements offrent rarement plus de 50%. C'est ce que j'avais pensé. Mais aussi, aujourd'hui, j'ai reçu un courriel d'un citoyen qui disait, bon, ben, c'est une si belle idée. Moi, je ne veux pas que mes impôts soient investis là-dedans. Ça devrait venir du secteur privé. Avez-vous entendu parler d'un tel projet qui a été complètement financé par le privé? Non. Bien que de cette envergure, pour une ville de cette taille, non, je n'en ai pas vu. Le Centre Bell de Montréal a été financé par le secteur privé, mais c'est le Centre Bell et c'est Montréal. C'est quelque peu différent. Le centre est beaucoup plus occupé, beaucoup plus souvent. Les marchés, la clientèle est très différente.
Si Kevin, vous êtes ici, avez-vous d'autres sites, d'autres centres de ce genre? Non. Selon nos recherches, non. On n'en a vu aucun, ni au Canada ni aux États-Unis, qui avait été complètement financé par le privé. Ce n'est pas possible. Merci. C'est ce que je pensais aussi, mais je voulais votre opinion. Je suis très intéressée à l'évaluation économique également. Quels seront les paramètres de cette étude? J'ai beaucoup entendu de différentes sources sur le fait que d'autres ne prendront pas de décision avant que nous, on prenne une décision. Il y a beaucoup de projets qui sont en attente, en suspens ici en ville, en attendant notre décision. Vous avez parlé du Crowne Plaza, il y en a d'autres. Alors, moi, j'ai l'impression que si on devait avancer à ce projet-ci, oui, on pourrait déclencher un bon nombre d'autres aménagements, d'autres projets. Mais pouvez-vous me donner une idée de ce que nous allons analyser dans cette évaluation de l'impact économique? Oui, premièrement, on va regarder les coûts d'immobilisation prévus et combien d'emplois ça va créer, emplois directs, indirects. Le projet total de 95 millions de dollars. Les revenus directs, indirects créés par de tels projets lors de la construction, après la construction, l'impact total à court terme et à long terme, les produits intérieurs bruts générés par ce genre de projet à court terme et à long terme, les impôts sur les revenus, l'impact que ceci aurait pour les gouvernements provinciaux et fédéraux, la taxe de vente qui aussi vont aller au gouvernement provincial et fédéral, l'impact des frais d'exploitation et le PIB, l'impact qu'il aura, il y a l'emploi à long terme, les taxes, l'impact fiscal sur la province, le fédéral et la municipalité, les dépenses d'hôtel. Vous avez entendu dire ce soir que les hôteliers recherchent plus d'achalandage. On va également regarder l'impact autour du site. Par exemple, comme l'a dit le conseiller Légère, il y a toutes sortes de possibilités ici. Il y a beaucoup d'aménagements qui pourraient se faire à Moncton. Ce projet va en susciter d'autres, mais dans quelle mesure? Alors, il faut faire des modèles, de la modélisation financière et des calculs. Mercredi, on va voir ce que London a vu suite à la construction de leur centre. Et cette étude va regarder cela. Alors, nous allons évaluer la croissance, ce qu'on calcule serait la croissance de la ville avec et sans un tel centre. Alors, il y aura des facteurs qualitatifs et quantitatifs. Alors, ce sera une étude assez importante. J'ai une copie de l'étude qui avait été effectuée par CRP Planning and Management au mois de mars 2011. L'étude sera mise à jour par nos experts locaux ici. Et alors, on aura des chiffres à jour aujourd'hui. Merci. Monsieur Dubé, une question? Pour lui donner suite à cette question de l'évaluation économique, les coûts que vous mentionnez pour le centre sont des coûts bruts. Ils ne tiennent pas compte de tous les revenus qui pourraient être générés par ce projet, n'est-ce pas? C'est bien cela, oui. Merci. Conseiller Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Ta présentation, Jacques, Monsieur Dubé. Pour ma part, je suis confiant que le processus analytique continue une progression normale pour ce projet extraordinaire. Il est clair, toutefois, que la faisabilité du projet ou la non-faisabilité du projet deviendra de plus en plus claire à mesure que le processus suit son acheminement normal. Encore une fois, je ne parle seulement pour moi-même, mais il est à l'heure actuelle trop tôt pour prendre une position
définitive et pour accorder mon appui inconditionnel à ce projet. Ça, je le savais, je l'ai toujours su. Mais il faut passer à travers les étapes. Et je suis satisfait de l'ouvrage qui a été fait jusqu'à date. Et j'ai confiance que le processus, comme j'ai dit au tout début, va continuer de façon normale. C'est tout. Merci. Merci. Conseiller. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dubé. C'est très encourageant de voir tout le travail qui a été fait. Et je pense qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire. Mais je pense que c'est important aussi de placer ce projet dans un contexte historique. Je pense que M. McConnell, ce soir, l'a très bien fait lorsqu'il a parlé des sports. Si on pousse cette idée d'un projet comme celui-ci et on regarde les gens qui résistent à ce projet, mais écoutez, si on avait pris cette notion-là, on n'aurait pas d'université, on n'aurait peut-être même pas d'hôpitaux, on n'aurait pas de théâtre Capitole, on n'aurait pas le Wheeler Boulevard, on n'aurait rien à Moncton. Mais les gens, une fois qu'on surpasse cette espèce d'inquiétude qu'on a, les gens finalement finissent par être très heureux et très contents des projets. Donc, je pense que cet exercice avec celui-ci, c'est un peu la même chose. Donc, bravo et puis on va continuer d'y travailler. Merci. Merci. Merci, Councillor Crosby. Thank you. Conseiller Crossman. Merci. Très bonne présentation, Jacques. Comme la conseillère Arnold l'a dit, je suis heureux d'avoir eu un peu plus d'informations. C'est très beau de voir les différentes étapes et ce que vous prévoyez. Évidemment, si on respecte nos cibles. Vous avez me donné plus d'informations sur les objectifs. Lesquels, pardon? Ah, vous avez parlé de financement, d'aménagement. Qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que vous parlez du centre-ville précisément? C'est de cela que vous parlez? J'ai parlé d'infrastructures à différents niveaux. Nous avons un élément d'infrastructure qui s'appelle le Colisée de Moncton, qui ne répond pas à nos besoins d'aujourd'hui ni aux besoins de nos partenaires dans le sport et le divertissement. Alors, il faut se demander comment remplacer cette infrastructure. Alors, il y a deux choix. Soit on le répare, on répare le Colisée, on soulève le toit, pour passer de 30 à 55, 60 pieds. On y ajoute des loges et on améliore tous les systèmes de ventilation, d'aération, de chauffage, d'électricité pour passer à une version plus moderne. Ça nous coûtera 40 millions de dollars, tout cela, pour l'installation. Pour en faire un centre de 9000 places, ça nous coûterait 42-44 millions de dollars. Si on parle de 7500 places avec loge, ce serait peut-être entre 38 et 40 millions de dollars. Alors, si on prend cette somme-là et on regarde, est-ce que c'est cela que nous voulons faire? Vous nous prendre cet édifice ancien et juste lui changer l'extérieur, soulever le toit? Il faudrait que les Wildcats soient à l'extérieur au moins une demi-saison, sinon une pleine saison ou 2 saisons. Et on perdrait toutes les expositions commerciales pendant au moins 1 an également. Voilà, il faut tenir compte de ce genre de considérations. De notre côté, l'infrastructure le Colisée pourrait être rénové, mais pour d'autres fins, en gardant les mêmes places, en gardant le même toit, juste en mettant de meilleurs systèmes de déshumidification et de ventilation, en laissant les salons, l'espace pour les salons commerciaux. Et on pourrait juste lui changer sa vocation. On pourrait prendre une partie des terrains, éliminer une partie du terrain de stationnement, par exemple, parce qu'on n'en aurait plus besoin. Voilà un modèle.
maintenant aussi, il y a un déficit d'infrastructures. Et comme toute autre municipalité au pays, nous avons un déficit d'infrastructure. On l'aura toujours. Qui veut dire que le déficit d'infrastructure pour les égouts, les rues, les édifices, les écoles, cet édifice-ci a déjà un déficit d'infrastructure. C'est comme votre maison. On peut toujours y ajouter une couche de peinture ou un nouveau toit ou de la nouvelle des carreaux de céramique. Mais en fin de compte, on est tous responsables de notre propre déficit d'infrastructure. Chez nous, on le fait. Et la ville est pareil. Et ce projet-là, si on regarde sur 30 ans, un projet de 30 ans qu'on a déjà élaboré et présenté au Conseil, on présente un plan de 30 ans. Je pense qu'on est rendu à 85 ans, mais enfin bref. Et il est important pour la ville de regarder vers l'avenir et de regarder ce projet et tout notre déficit d'infrastructure et tous les autres besoins de la ville. Le Conseil a dit on veut des parcs des jeux avec jeux d'eau dans tous les quartiers, des patinoires, on veut de services, on veut de bonnes collectes d'ordures et de bonnes déneigement, on veut de bons services. Alors, dans notre plan sur 30 ans, on a pris tous les projets que devront adopter la ville sur 30 ans pour ce qui est des édifices, des rues, des parcs, des terrains de jeu, des sentiers, du Colisée, les jeux d'eau. Et il faut tout prendre cela et élaborer un plan de 30 ans qui nous montre où nous sommes chaque année pour ce qui est des dépenses, du remboursement de la dette et ainsi de suite. Alors, en pensant d'infrastructure, il faut le penser dans ce sens. C'est comme avoir un budget d'exploitation facile chez vous. Moi, j'ai un chiffrier Excel. Je mets tous mes revenus, toutes mes dépenses chaque semaine pour 52 semaines et je dépense. Je détermine combien je peux dépenser, combien je dois emprunter et ainsi de suite. C'est la même chose pour la ville, sauf que pour la ville, il faut le faire à plus long terme parce qu'on a tellement d'infrastructures. On a des kilomètres de rues, de tuyauterie, on a des édifices, il faut les gérer tous. Alors, lorsqu'on parle de construire un projet de cette envergure, il faut qu'il se place dans le contexte du reste. Nous, John et moi et les autres, quand on parle d'infrastructure, c'est comme ça qu'on en pense. Si on va recommander quelque chose au Conseil, il faut que ça s'adapte au reste. Il faut qu'on puisse le payer également, en fin de compte. Alors, quand je pense à l'infrastructure, moi, c'est comme ça que j'y pense. Oui, alors, quelques questions sur l'argent, mais le conseiller Pellerin les a déjà soulevées. Lorsque les plans vont sortir, lorsque on a plus d'informations, est-ce qu'on pourra voir si les dessins de l'architecte sont exactement ceux que nous discutons ici? Et c'est ça, je pense, c'est ça qui porte à confusion. Les gens voient des condos et des rues et des parcs et des boutiques et on présume que ceci fera partie de ce centre multifonctionnel, mais en fin de compte, c'est à l'extérieur. Oui, oui, tout à fait, oui. Le site même mesure 11 acres et il n'y en a que 4 qui nous appartiendront. Et on pourrait avoir une entente de location-bail pour les autres 7. On pourrait vendre le terrain à un promoteur privé qui veut l'aménager à sa guise, mais selon les conditions établies par le Conseil. Alors, cette partie-là du développement n'est pas à nous. Ce n'est pas notre responsabilité financièrement. Le Conseil a chaque an, il a tout un actif et il veut décider ce qu'il veut voir sur le terrain. Mais en même temps, il faut que ce soit un partenariat, il faut que ce soit faisable. Si quelqu'un va venir aménager ces terrains, il faut que ce soit faisable et rentable. Tout ceci reviendra au Conseil, en fin de compte, parce que lorsqu'on arrivera à l'étape de demande de proposition, les promoteurs vont revenir avec des propositions très précises, avec des demandes, des exigences ou des conditions financières très précises. Et c'est là qu'on va commencer à jouer. C'est là que les négociations vont commencer. C'est à l'étape de la demande de proposition. C'est à ce point-là que
le conseil va déterminer, bon, ben, des 3 propositions, voici celle qu'on préfère et on va négocier avec ce consortium-là, ce promoteur-là, pour trouver quelque chose qui sera acceptable au conseil, qui donnera le maximum d'avantages. Alors, c'est important à cette étape-ci que vous envisagez passer à cette prochaine étape des demandes de propositions, parce que c'est à ce moment-là que le conseil sera en mesure de pouvoir juger les avantages, les inconvénients de tout ce qui sera présenté réellement par le conseil privé. Alors, ce sera un investissement important par le secteur privé. Si vous me permettez, on va continuer. Oui, j'avais fini. Merci, Jacques. Conseiller Bourgeois. Merci beaucoup, Jacques. Premier commentaire, si tu me couperas 5 minutes, là, mais merci d'enfin mettre ça à l'ordre du jour. Ça fait 5 ans que je suis conseiller municipal. C'est vraiment la première fois qu'on a la chance de poser beaucoup de questions. On en a eu plusieurs présentations en privé. On nous disait à chaque fois, OK, on ne va pas poser telle ou telle question parce que c'est confidentiel, les transactions immobilières. En tout cas, c'est la première fois qu'on a une discussion là-dessus. Ça fait superbe. Deuxièmement, merci beaucoup pour votre présentation, M. Dubé, excellente. Des nouvelles informations qu'on apprend. Le scénario financier que vous nous avez présenté aujourd'hui, complètement différent de ce qu'on a adopté. Ça fait, oui. C'est peut-être un petit peu de frustration de ma part, si je me permets, que le projet n'est jamais le même à chaque fois qu'on le voit. C'est un petit peu difficile de le suivre, mais au moins, c'est tout un virage comparé à ce qu'on avait vu au budget, qu'on avait changé de 25 millions à 53 millions, là, mais en tout cas, 37 encore, d'après moi, inacceptable, mais en tout cas, ça c'est une question, je vais y revenir. Oui. Mais en tout cas, merci. J'ai 31 questions. Ça fait, vous me couperez après 5 minutes, puis je reviendrai à chaque fois, mais c'est des questions que je pense, en tout cas, que moi j'ai besoin pour compléter mon due diligence. Là. Je ne m'attends pas à ce que vous ayez les réponses tout de suite. Il y a des questions que vous pouvez répondre sur le tas, il y en a peut-être d'autres qu'il faudra revenir, puis j'ai l'impression que ça sera la plupart du cas. En tout cas, je vous présente, puis je peux vous envoyer après ça ma liste de questions, version électronique par courriel. Okay. La première question, c'est juste pour vérifier s'il y avait un typo dans le document, parce que dans le Council Report Form que vous nous avez donné, vous indiquez 55 millions. On avait approuvé dans le budget capital 53 millions. Aujourd'hui, vous avez suggéré le 38 millions à partir du scénario financier et également, si je ne me trompe pas, 28 millions possibilités. Je sais que ça évolue, etc., mais on a quand même approuvé officiellement, le Conseil, au mois de décembre, 53 millions. Je ne me trompe pas là, hein? Tu ne te trompes pas dans le mois de décembre, mais il y avait 2 millions de plus qui étaient approuvés auparavant, qui sont sur les livres. OK. C'était un total de 55 millions. Ça fait 55 millions. OK. Puis là, éventuellement, j'espère, on va passer de 50 millions à beaucoup moins. C'est ça que mon but. Le but du staff, c'est ça que c'est. OK. Puis dans la deuxième question, probablement c'est ça qui est votre réponse, le montant total pour le terrain, parce que j'ai deux chiffres. Là. Il y a 10 millions, il y a 12 millions. Sur le montant total sera 12 millions, parce qu'il y avait 2 millions avant, puis là, 10 millions dans le futur. Le 10 millions est identifié pour le terrain comme tel, mais le 2 millions comme, en soi, le 2 millions qui a été approuvé auparavant en 2012 n'était pas prévu pour le terrain spécifiquement. C'était prévu et approuvé par la province pour ça, pour le projet. Okay? Mais nous, on considère qu'à l'interne, on a 12 millions à jouer avec pour l'achat du terrain, la démolition, le nettoyage environnemental. Fait qu'on a ce panier-là à jouer avec. C'est comme ça qu'on considère ça. On espère franchement de dépenser moins d'argent que ça, mais on verra avec le temps, en temps et lieu. Donc, on a budgété au total 12 millions, puis on souhaite que ce soit moins. Oui. OK. J'espère. Oui, moi aussi. L'Association des hôteliers qui était ici tantôt, puis peut-être que j'aurais dû poser une question, mais je ne voulais pas les embarrasser, mais leur contribution est sur 10 ans, je pense. Oui, okay? Ils sont compromis sur 10 ans officiellement. Exact. 250 000 par année pendant 10 ans, et on sont très ouverts à négocier un terme plus long. OK. Ma question, c'est,
est-ce que c'est conditionnel à ce qui est l'accommodation levy, la taxe? Si on n'a pas, le gouvernement, ça fait 15 ans qu'on est après, le gouvernement a promis la législation, mais si le gouvernement reculait, il n'y avait pas de législation, est-ce que les hôteliers vont quand même, est-ce qu'il y a une garantie que, peu importe le hotel levy ou pas, les hôteliers s'engagent financièrement à les ramasser eux-mêmes volontairement? Ils seraient capables de le faire maintenant. Est-ce qu'on a cette garantie-là? On n'a pas la garantie, mais les discussions qu'on a eues avec eux démontrent qu'ils sont ouverts à ça. Ils sont très optimistes, comme qu'on suit, concernant les intentions du gouvernement à ce côté-là. Mais jusqu'à date, j'ai assez confiance qu'ils vont respecter leurs engagements. OK. Mais c'était clair que quand M. Roberge a parlé ce soir, qui a dit si on avait le projet de loi, on est prêt à faire ça, ce qu'il a dit publiquement ce soir. Mais dans les discussions qu'on a eues avec eux dans le passé, c'est finalement, si ça ne va pas de l'avant, eux étaient prêts à s'organiser eux-mêmes, localement, pour faire en sorte qu'ils participent avec nous. OK. Parce que moi, comme conseiller à la fin, là, quand je vais regarder le budget final, quand ça va venir, là, dans 6 mois, si je suis encore ici, là, mais si le budget nous était présenté, puis qu'au lieu de nous donner 700 000 piastres par année pour 10 ans? 700 000 par année, oui. Oui, puis je ne vais pas suggérer ça, mais moi, je préférais voir 500 000 par année pour 30 ans que 700 000 pendant 10 ans. Parce que si je regarde sur l'ensemble du projet, ça veut dire que les impôts qu'on va charger aux résidents puis aux autres entreprises seraient moindres au total. Oui, c'est ça. Mais le défi, je suis un peu d'accord, mais le défi, c'est le suivant. Puis ça s'applique aussi à l'association des marchands du centre-ville. Les autres, ils sont prêts à s'engager pour 10 ans, sont ouverts à extensionner ça pour 15 ans. Plus que ça, ce qu'ils nous disent, c'est que ils ne sont pas certains s'ils seraient même établis comme organisation d'ici 15 ans. Fait que même s'ils s'engageraient plus que 15 ans, ça vaut que ça vaut, là. Je veux dire, là. Je ne sais pas si il n'y a pas grand personne au sein de leur conseil d'administration à l'heure actuelle qui sont prêts à plus que 15 ans. Puis je comprends basé ça. sur les discussions qu'on a eues avec eux. Moi aussi, je comprends ça. Alors, moi, je peux seulement conclure que si on peut atteindre 15 ans de contribution de eux, ça va être probablement le maximum. La question est, le point que tu fais, c'est quoi le montant? Right? Ça sera peut-être à discuter aussi. Là. Mais ça me mène à je vais sauter à ma prochaine question. Oui. Est-ce que le conseil légalement, je ne sais pas si c'est, je vous pose la question, puis après ça, vous acheminerez ça à la vie légale, mais est-ce que, parce qu'on charge déjà un levy des entrepreneurs du centre-ville, alors même si les entrepreneurs du centre-ville disaient on s'engage pendant 10 ans, est-ce que légalement, après 10 ans, le conseil c'est capable de dire on va charger un montant équivalent à l'intérieur du levy, là, peu importe si c'est 10 cents, 15 cents qu'on charge maintenant, là, ça ferait 15 cents, je crois. C'est 16 cents, oui. 16 cents, OK. Alors, on ajouterait un autre cent pour les forcer par ces entreprises-là qui vont surtout bénéficier. Est-ce que légalement, on pourrait faire ça? Il va falloir que je te revienne sur la question au Parlement, mais c'est que la façon que je comprends le projet de loi qui traite cette question-là, c'est que l'association des marchands du centre-ville doit présenter un budget proposé au Conseil. Exact. Puis le Conseil a le pouvoir de l'approuver ou de le rejeter. Mm-hmm. Je ne pense pas que vous avez l'autorité d'imposer. Il faut que tu rejettes, puis il faut qu'il revienne avec un autre budget. Fait que ça serait à discuter. Oui, mais ça serait la même affaire. Mais je crois que ça fait un peu la même chose, là. Ça force une négociation. Ça serait... En tout cas, si vous pouvez pas souhaitable, mais je vais sûrement te revenir sur la question légale. Oui, parfait. Ouais. Je vais poser une autre question, après ça, je demanderai au maire s'il veut me couper ou pas là. L'étude sur le Colisée, que apparemment, c'était ma question, c'est quand est-ce qu'on va l'avoir, là? Vous venez juste de dire qu'on l'a eu? OK, ouais. C'est beau, c'est de notre boîte. Mais est-ce que cette étude-là considère les options? Une, c'est parce que une, c'est 9000 sièges, là, donc tout un agrandissement. Puis l'autre qu'on est en train d'étudier, c'est comme 7005, qui est terriblement proche du 6800. Mais est-ce qu'on pourrait réhabiliter le Colisée sans ajouter de sièges, garder 6800, qui est terriblement proche du 7500? Je sais que c'est pas au centre-ville, puis c'est ça qui complique la chose, mais juste d'ajouter les boîtes corporatives puis les autres choses. Est-ce qu'on va considérer ça comme une option? Il y a 3 options dans l'étude. There are 3 options in the study. C'est hausser le plafond, OK, à 55 pieds de haut, puis maintenir les sièges où ils sont, OK? Parce que juste maintenir le Colisée comme tel, ça ne fera rien pour attirer des spectacles, des choses là.
Fait qu'il y a 3 options. Un, c'est statu quo avec le plafond de 55 pieds de haut. Deuxième option, c'est 6500 sièges avec des loges. Troisième, c'est 9000 sièges avec des loges. Tout en construisant le toit à 55 pieds de haut dans chaque option. Okay? C'est ça les 3 options que vous allez voir. Puis là-dedans, les coûts approximatifs, là, celui-là, je trouve l'étude, voilà. Pour revenir à la question des coûts, sur les 3 options, on parle d'à peu près 44 millions pour le 9000 sièges avec des loges. Là, c'est le coût net, là, avec le rabais du TPS. Deuxième option, 5500 sièges, ça équivaut à peu près 40 millions. Puis l'option C, c'est le avec le toit à 55 pieds, c'est à peu près 30 millions. Okay. Fait que pour revenir à ta question, c'est 30 millions à peu près, pour faire ça. OK, Bon. Parfait. Merci. Monsieur le maire, j'arrête là. Je reviens plus tard ou? Yeah, if you don't mind, we're at 9 minutes, so we'll keep coming around and come back. Oui, vous êtes à 9 minutes, donc on va continuer. Par contre, mes questions ont duré seulement 1 minute ou 1 minute et demie. Conseiller Hicks. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dubé, de votre présentation. Et comme le conseiller Bourgeois l'a mentionné, nous n'avons pas souvent l'occasion de parler de ceci en privé et surtout pas en public. Cette présentation nous a été donnée quand vous avez commencé et les chiffres qu'on a eu, le jeu, qui était nouveau pour moi. Donc, ça a changé depuis jeudi. Jeudi, nous avions 107 millions total, mais avec la contribution de la ville, c'est 10 millions, 65 pour le gouvernement, plus 32. Et ce soir, pour le gouvernement, c'est 48. Donc, ça a changé. Sur ce rapport, on voulait montrer ce que le conseiller avait approuvé déjà. C'est dans le budget d'immobilisation. Ce n'est pas une surprise. Donc, à l'interne, nous travaillons sur le plan de 30 ans. Et à cause du budget fédéral il y a quelques semaines, nous allons construire un nouveau plan. Merci. Quelles sont les règles pour cela? Il n'y a pas de règles. Quand les négociations seront terminées à la fin de cette année, on aura les chiffres. Donc, ce sont des estimés pour l'instant. Et c'est important de reconnaître que le gouvernement fédéral et la province appuient ce projet. Donc, on va voir. Et pour quel programme? Un, c'est le plan de construire au Canada et l'autre, c'est l'amélioration de la taxe sur l'essence. Et si on améliore ceci au niveau fédéral, qu'est-ce que ça veut dire en termes de dollars pour la ville? On veut l'utiliser pour les routes, par exemple. Le conseiller Boudreau dit que c'est fluide, c'est difficile pour le conseil de prendre des décisions définitives ou de faire des énoncés définitifs. Ça a changé depuis 2010. On a besoin d'un plan d'affaires solide. À ce moment-là, j'avais demandé comment est-ce qu'on peut financer ceci sans influencer l'assiette fiscale, le taux d'impôt foncier. Je vois 32 millions le jeudi et la province et d'autres gouvernements de 48 millions. Ça change très rapidement. Donc, j'ai des questions. Mazerol avait écrit un article sur le centre de Londres qui
parlait de le projet à Londres, London, Ontario, qui avait 60% avait été financé par les partenaires privés. Est-ce qu'à Moncton, on va faire le même genre de choses? On va demander au secteur privé s'ils veulent investir dans notre projet. Pour London, c'était un projet de 44 millions de dollars. Donc, je peux vous dire, environ 44-45 millions de dollars. Peut-être que ça serait 46, mais Ellis Don était le constructeur qui a investi 2 millions de dollars d'actions préférentielles. Ils investissaient, mais ils récupéraient l'argent plus tard par la ville, plus tard. Autrement, il y a eu 10 millions de dollars par investissement Spectrum en appel d'offres. À ce moment-là, il a décidé d'investir 10 millions de dollars, 10 millions de dollars en comptant sur la base de l'exploitation, des profits sur l'exploitation, sans compter la dette. Donc, Golden Spectrum gérait l'installation. Il y avait un incitatif de générer des profits. Donc, vous recevrez les 10 millions de dollars que vous avez investis. Et Global Spectrum a récupéré environ 70% de 1,5 milliard de dollars qu'ils avaient investis. Après cette période de 10 ans, 70% des profits avant dette a été retourné à London et 30% avaient été gardés par Global London comme frais de gestion. Il n'y a aucune raison de penser, et je ne peux pas garantir à ce moment que si les partenaires du secteur privé étaient à la table, en ce moment, feraient à peu près la même chose. Et on verra seulement au cours du processus d'appel d'offres s'ils seraient prêts à l'investir de cette manière. Je pense que cet article était très bien, que la ville n'avait pas garanti la demande de prêt. Il y avait 20% des profits qui retournaient à London. Ce sont toutes ces choses importantes qu'on devrait considérer dans notre appel d'offres. À la ville de London, ils ont assumé la dette d'environ 30 millions de dollars dans leur livre comptable. Donc, ils étaient détenteurs de la dette, ils étaient propriétaires de l'immeuble, des terres. Mais c'était la ville de London, du côté du prêt, London avait le prêt. Donc, moi, je cite qu'il n'y avait pas de garantie sur cette dette. C'est un projet très important. Quand on regarde la dette il y a 15 ans et par rapport à aujourd'hui, où elle sera placée dans 30 ans. Il faut faire la diligence raisonnable pour ce projet et on doit savoir quelles sont les garanties. Nos permis de construction ont généré environ 150 millions de dollars par année. Donc, est-ce qu'on aura ici un estimé de garantie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va signer leur nom, leur réputation pour ce centre au centre-ville? Qu'est-ce que ça va ressembler? Je ne pense pas que personne signerait une garantie. Ben, je veux que quelqu'un qui signerait leur nom pour donner une garantie et donner des estimés approximatifs. Nous avons les meilleures informations disponibles et nous devons appuyer ces recommandations, mais pour trouver quelqu'un qui va dire ben, je vous donne un certain montant d'argent pour ce projet, c'est seulement un estimé fondé sur les meilleures informations qu'on peut générer des modèles.
J'ai fait des budgets pendant plusieurs années. Ce que vous suggérez, le conseiller, c'est que moi ou quelqu'un ici à l'hôtel de ville pourrait prédire qu'est-ce qu'un promoteur pourrait faire. Non, moi je parle d'argent, une somme précise. Ce n'est pas possible. On peut vous donner des estimés, des modèles basés sur des prévisions. On peut vous donner de l'information d'autres régions dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on pourrait suggérer à l'étape d'appel d'offres qu'est-ce qui va se passer avec cet acre que nous avons ici et les autres propriétés entourant de Crown Plaza et d'autres. Mais pour vous donner une garantie sur les augmentations des impôts fonciers sur 20 ans de 1 kilomètre de ce site, il n'y a aucune garantie. Je pensais que vous aviez mentionné 250 millions de dollars. Ça vient d'où? Oui, c'est le coût des constructions de l'installation entre 95 et 150 millions de dollars. Mais quand on regarde un site de 7 acres, ça pourrait générer 100 à 150 millions de dollars en retombées économiques. Et nous serons dans une position de vous montrer, selon les propositions reçues du secteur privé, quand on commence à examiner en détail les propositions suite à l'appel d'offres, ils devront se présenter devant le conseil et donner des échéanciers pour la construction. C'est vrai, des copropriétés, des hôtels, des magasins. Il y a beaucoup d'espace là, sur la rue Main. Ça va être quantifié, détaillé. Mais au-delà, c'est seulement un estimé selon les expériences d'autres endroits ailleurs. On aura des promoteurs particuliers autour de ce centre, oui. On ne peut pas seulement regarder aux réussites à London. Il faudra faire une diligence raisonnable pour examiner les autres situations. On regarde beaucoup d'informations, beaucoup d'exemples d'autres sites. On a déjà beaucoup fait et on va en faire plus à l'avenir. Qu'est-ce qui est le déficit de l'infrastructure aujourd'hui? Je ne connais pas les chiffres exacts. C'est environ 150 millions de dollars. C'est ça, je pensais. 140 environ. Monsieur le conseiller, pourriez-vous terminer pour l'instant? On puisse continuer. Notre priorité, c'est de réduire le déficit de l'infrastructure ici. Et en 2013, le budget d'immobilisation, il y a 6 millions de dollars en projet d'immobilisation qui avait été approuvé et qui n'avait pas été approuvé. Donc, certaines personnes pensaient que c'était pour le centre. Donc, comment est-ce qu'on traite ce déficit de l'infrastructure maintenant? Nous continuons à traiter cette priorité. Et ce conseil, ainsi que le précédent, continue à investir l'infrastructure à 3,3 millions de dollars. Et en 2011, c'était à 3,6 millions. Et en 2012, 3,5 millions. Donc, qu'est-ce qui a été approuvé au budget de 2012? Je vous dis maintenant comment on adresse le déficit d'immobilisation d'infrastructure pour l'instant. Non, ça va. Non, je vais poser une question. Je veux que ça soit précis. Le 107 millions de dollars ne comprend pas une bibliothèque ou un centre pour les aînés. Dans un stade, ça va être un surplus. Peut-être. Mais ça dépend.
Comme n'importe quelle autre chose qu'on construit, on décide la qualité et ça génère des coûts. Donc, cette installation va comprendre certains espaces. Est-ce qu'on peut y ajouter une bibliothèque? Je ne pense pas. Des espaces pour les aînés? Oui, tout probablement. Il y aura des espaces communs pour tenir des réunions. Mais pour une bibliothèque, je ne pense pas qu'on pourrait le faire. Donc, quelque chose semblable au centre des liens qu'on a présentement? Peut-être. Ça dépend des autres coûts du projet, mais c'est un peu tôt pour décider de cela. Mais je pense qu'il faut considérer l'aménagement corollaire. On pourrait mentionner dans l'appel d'offres. Donc, pour les négociations sur le processus d'appel d'offres, on pourrait peut-être donner d'autres objectifs pour cette installation. Prendre cette propriété et inclure un aménagement plus important, peut-être avec des espaces pour les aînés, mais ce sont des décisions qui seront prises au fur et à mesure du processus d'appel d'offres. Mais pour l'instant, 107 millions de dollars ne comprend pas une bibliothèque. Non. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Cosy Landry. Merci, Monsieur le maire. Non, ça va pour moi. Je suis content que vous avez précisé cette situation, le Colisée. Ça répond à ma question. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. Je veux remercier le conseiller Pellerin d'avoir posé cette question sur la bibliothèque. Depuis qu'on a eu les délibérations budgétaires, plus de 200 000 personnes ont passé par les portes de la bibliothèque. Si on a un centre pour ces activités, on a besoin de personnes là tout le temps. Donc, pour ajouter à ce qui se passe à l'extérieur de ces activités, donc c'est critique. Il faut prévoir ces options pour avoir 250 000 personnes qui passent les portes. J'aimerais voir ça. Donc, si c'est 5 millions, 5-6 millions de dollars, il faut en discuter. Il faut examiner la valeur. Et j'espère, quand on parle de remplacement du Colisée, que ça va au-delà de ça et que vous avez raison que le secteur privé trouvera des moyens de contribuer. Donc, pour moi, c'est une pièce centrale de casse-tête. On paye la location pour la bibliothèque, donc on pourrait payer le loyer à nous-mêmes. Donc, si on a ce genre de projet, on a besoin de personnes qui vont profiter des commerces. Et je remercie le conseiller Pellerin d'avoir posé cette question. Ça doit être faire partie de ce processus. On doit en discuter. Oui, c'est très important. Oui. Ben, c'est très bien fait globalement. Merci. J'apprécie. Maître suppléant, maire suppléant, je ne vais pas poser de questions. On a dépassé le temps déjà. Conseillère Arnold. Non, je vais appuyer l'approche du maire suppléant Henderson. Je n'ai aucune question. Sur la question de la bibliothèque, pouvons-nous soumettre un appel d'offres avec des options ou des ajouts? Comment ça va pour le centre et combien de plus pour la bibliothèque? Oui.
on pourra voir l'appel d'offres, demander de proposer de l'espace pour la bibliothèque et combien ça va coûter. Je pense que j'ai vu dans la DDQ qu'on allait revenir au Conseil avec des propositions de valeur ajoutée. Oui, ça pourrait être sur la propriété du centre Lyon. Merci beaucoup. J'espère que le processus va se dérouler comme il se devrait. Monsieur Crosland, non, j'ai rien à dire en ce moment. Could we see Est-ce qu'on pourrait avoir une lettre confirmant la contribution de la province, comme on l'a indiqué dans le budget d'immobilisation? Vous avez dit, ben oui, le premier ministre, on a reçu une citation de ce que le premier ministre a dit dans les journées. Ben, on n'a pas d'engagement précis pour le moment, pour l'instant. Non, pas ce qui concerne les chiffres. On parlait de 32 millions de dollars. Mais le gouvernement fédéral n'était pas impliqué à ce moment. Mais je pense qu'il va s'engager à notre projet. Donc, on va tenter de faire fonctionner. La province a indiqué publiquement qu'elle allait s'engager à ce projet. Une fois que le Conseil approuve un cas commercial. des 28 millions à peu près. Puis il y a un matching du fédéral de 28 millions. On ne garde pas 32 millions pour aller chercher 32 millions du fédéral, puis ça veut dire 8 millions de moins pour les contribuables. Parce que c'est seulement un scénario qu'on croit qui est réaliste. C'est comme ce que je t'ai expliqué tantôt. C'est que dans les projets d'envergure du genre, normalement, les instances gouvernementales seniors fournissent pas plus que 50% du projet. Fait qu'on a mis un projet réaliste sur la table. Il dit que sur un projet réaliste de 95 millions, à peu près, normalement, les gouvernements seraient à la partie à ces niveaux-là, OK? Qui veut dire que la balance doit être ramassée localement, que ce soit à travers des contribuables, à travers des dons, ou à travers la municipalité, à travers la dette, ou à travers des contributions des partenaires comme l'Association du marchand du centre-ville ou les hôteliers. C'est pour ça que c'est le même. Mais c'est pas dire que c'est le modèle final. C'est juste un modèle. C'est seulement un modèle, mais c'est quand même un modèle réaliste aussi. Là. Oui, mais au mois de décembre, vous nous avez dit que c'était réaliste de garder 32 millions de la province. Là. Oui, parce qu'à cette époque-là, effectivement, on parlait d'aucune participation au niveau du fédéral. OK? Fait qu'il a fallu qu'on... Puis le conseil municipal a décidé, le conseil municipal, dans son entier, a décidé que c'était ça le projet. C'était ça le budget capital pour ce projet-là. Je suis conscient que ce n'était pas nécessairement pour ça, là, mais le conseil de ville a décidé ça. C'est ça le qui est dans le budget municipal. Oui, mais je ne discute pas ça. Là. Je discute du 32 millions, qu'au mois de décembre, c'était réaliste. Mais maintenant, 28 millions est réaliste. Est-ce que c'est parce que la province est en pire situation financière qu'elle était au mois de décembre? Non, du tout. Non? C'est simplement parce que si on regarde, si on regarde le projet avec une participation du fédéral, il faut quand même considérer que c'est un modèle. Puis le modèle, au mois de décembre, c'était seulement un modèle aussi. C'était pas final, puis c'était pas écrit avec du sang. C'est seulement un modèle, puis c'était pour assurer qu'on avait des argents dans le budget capital pour avancer le projet si le conseil déciderait à un moment donné de le faire avancer. C'est simple que ça. OK, en tout cas, on va attendre les chiffres finaux pour vraiment se pencher là-dessus. Vous avez parlé de la faisabilité, l'étude de faisabilité de 2009, puis on n'a jamais eu la chance d'en discuter parce qu'à chaque fois, on disait coule-les pas maintenant, c'est positif, on va de l'avant. Mais l'étude de faisabilité était basée sur la théorie de Kinsella, if we build it, they will come. Si on va bâtir le centre, puis vous l'avez mentionné tantôt, là, en bâtissant un 100 millions, ben, ça va générer un autre 100 millions autour. Possiblement. Mais sinon, pourquoi qu'on le ferait, là, si c'est pas pour générer, on parle de développement économique. Donc, j'ai l'impression que la théorie, c'est que si on bâtit quelque chose, ça va bâtir d'autres choses autour.
C'est ça que la plupart des projets du genre ont démontré ailleurs. OK, parfait. Alors, selon cette théorie-là, quand on a commencé à parler de ce projet-là en 2009, quand la première étude de faisabilité, je ne sais pas si tu étais là à l'époque comme gérant, là, je sais, je m'en souviens quand ça avait été discuté. Je suis arrivé juste à l'entour de cette date-là. OK. Ouais. Mais à une fois, puis il y a une fois par après, je l'ai mentionné, puis vous étiez de la salle, mais étant donné qu'on va avoir de plus en plus de revenus d'impôts fonciers qui viennent des bâtisses autour, pourquoi qu'on ne serait pas capable d'élaborer une sorte de modèle un peu semblable à ce qu'on a fait avec le casino, hein, on dédie des impôts. Alors, si on bâtit ça, puis il y a un 100 millions de constructions additionnelles qui se passent, pourquoi qu'on ne ferait pas une sorte de diagramme, une formule inversement, jusque notre contribution ou des contribuables, des résidents de la ville, au fur et à mesure qu'on aurait de plus en plus de revenus dédiés de l'environnement, là, même pas à 1 kilomètre, disons à 500 mètres, ou je ne sais pas trop quoi, qui iraient dans le pot, puis proportionnellement, on diminuerait le montant des contribuables. Ça fait peut-être après 15 ans, ça serait à moitié-moitié, puis là, éventuellement, après 30 ans, ça serait peut-être du 90-10 ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut élaborer ça pour essayer de deviner, même si on postulait ton 100 millions, ton 150 millions, qu'au fur et à mesure, l'impôt foncier qu'on ramasse de l'environnement du centre diminuerait petit à petit les contribuables. Ça fait si mes estimés étaient de 100 pièces avant Noël, mais peu importe si c'était 75 pièces ou 125 pièces, que ce 100 pièces-là diminuerait éventuellement à 50 pièces d'ici à 15 ans, puis là, éventuellement à 10 pièces d'ici à 30 ans. C'est possible. Tout est possible. Mais ce que vous parlez de, c'est des zones de taxation. Il faudrait, si je comprends bien ton point là, il faudrait établir une zone de taxation unique autour et une autre zone de taxation qui englobe tout le reste de la population. Puis non, je n'irai pas jusqu'à cette... J'irai pas jusqu'à cette formalité-là. Okay. On a pris la taxe sur le casino. Oui. Qui n'a rien à faire avec le centre-ville. On a dit, la taxe qu'on va ramasser du casino, on va le dédier à ça. Oui. Alors, là, on a parlé de 150 millions, on a parlé de d'autres... Alors, si on a... Oui, exact. Ah oui, puis je crois que c'est la conseillère Arnold, mais je ne veux pas la corriger si c'est elle. Elle me corrigera si je lui trompe. Là. Elle dit qu'il y a plein de projets qui ont décidé d'arrêter en attendant ceci. Alors, si on pouvait identifier ces projets-là qui attendent, là, puis que dès qu'on bâtit ça, ben là, ils viennent on board, ben là, la taxe qu'on a de ces projets-là irait dédiée pour réduire... C'est très possible. Le conseil pourrait décider de faire ça de la même façon qu'ils ont fait le casino. C'est ça. Oui, c'est possible. OK. Mais de dire que tu ne sais pas, il faudra qu'on identifierait les terrains, les propriétés en question. Là, c'est comme le casino, c'est identifié. Puis... Exact. Mais je ne sais pas c'était quoi la liste que la conseillère Arnold avait, là, puis en termes de ce qu'ils attendent, là, mais au moins, en tout cas, je peux pas commenter là-dessus. Ça serait de la fun. Est-ce que je continue, M. le maire, ou? OK. L'étude de faisabilité était basée sur 9 000. La conclusion, c'est qu'on pouvait bâtir un stade de 9 000 sièges. Même si la plupart, tous les événements, les concerts et autres, les games des Wildcats puis des Miracles, d'après la même étude de faisabilité, étaient 6 000 au max. Ça, c'était le best case scenario. Le realist scenario était beaucoup moins. Puis je sais que vous avez fait des explorations l'été passé, puis c'était comme 7005. Ça fait... mentionner l'étude de faisabilité qui va être mise à jour. Ça fait, je veux juste poser quelques questions sur l'étude d'impact économique. Est-ce que l'étude d'impact économique va regarder les deux, c'est-à-dire l'impact économique si on a 9 000 sièges, l'impact économique si on a 7 500 sièges, qui est les deux options, je pense qu'on regarde à cette heure. Est-ce que l'étude d'impact économique va considérer les deux options? OK, parfait. Est-ce qu'on va est-ce que cette mise à jour-là de l'impact économique, ça n'avait pas été fait de la première étude, c'était une des failles, si les compagnies, puis les 3 compagnies maintenant, on les connaît, c'est des compagnies d'extérieur. Donc, est-ce que ça va avoir un impact sur surtout le niveau des impôts, les impôts des salaires, etc., s'ils déclarent le revenu au Québec et en Ontario, si c'est là que la plupart des employés travaillent? Est-ce qu'on aura cette étude d'impact? Est-ce que ça va être inclus dans le scénario ou est-ce qu'on peut revérifier si les postulats de je ne m'en souviens pas comment ça s'appelle, l'étude? On va sûrement questionner ça, c'est sûr. OK. C'est inclus dedans. C'est ce que vous avez demandé à Pierre-Marcel Biadavid? On va garder ça, oui. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a une autre faille dans l'étude de faisabilité, de l'étude d'impact économique? On estimait les revenus que la province et le fédéral pouvaient faire en termes d'impôt sur le revenu. Mais on n'incluait pas
pour moi, le plus grand impact, c'est l'impôt foncier et surtout les taxes de vente que la province et le fédéral, à travers la TPS, va ramasser sur chaque billet qui est vendu, pour chaque bière qui est vendue, pour chaque sac de chips, de popcorn qui est vendu. Il y a probablement des millions qui vont rentrer à la province et au fédéral. C'était pas dans l'étude, à moins que je l'ai manqué, je l'ai lu 3 fois, mais c'était pas dans l'étude d'impact économique. Est-ce que celle de Pierre Marcel et de David vont inclure ça? Alors, je te reviens là-dessus pour ce détail-là. OK, parfait. Monsieur le maire, j'arrête ou? I'd like to move on to the next council, Okay. please. J'aimerais passer au prochain conseiller, si vous permettez. Ben, ce sera peut-être juste nous. Alors, conseiller Pellerin, conseiller Landry, conseiller Henderson avait dit pas de plus, conseiller Arnold, conseiller Boudreau, conseiller Thériault, conseiller Crosman. Bon, conseiller Bourgeois. Le budget fédéral, vous l'avez mentionné, vient juste de promettre. C'est ce qu'on avait prédit lorsque j'avais fait la motion au mois de décembre, qui avait été appuyée par les conseillers Hicks, Pellerin et Crossman, qu'on devrait inclure un cost recovery du fédéral dans le budget. Le conseil a décidé de ne pas l'inclure, même si on savait qu'il y aurait à avoir une contribution fédérale éventuellement ou un programme fédéral d'infrastructure qui qualifierait. Est-ce que maintenant, ça serait le temps de modifier le budget capital pour garantir le 25 millions des contribuables comme qu'on avait adopté en 2010? Ou est-ce que ça serait mieux d'attendre les chiffres finaux puis vous vous engagez à nous suggérer dans le processus une révision du budget? De mon point de vue, ça serait mieux d'attendre puis laisser le projet développer jusqu'au temps qu'on est plus sûr de notre coup, là. Tu sais, qu'on a les résultats de la demande de propositions formelles, ces choses-là. OK. Ça, c'est mon opinion, mais le conseil peut faire ce qu'il veut en tête. Oui, mais la question que je vous demande, est-ce que ça va être derrière de votre tête qu'éventuellement vous allez revenir avec, peut-être au mois de décembre l'année prochaine, là, quand, je ne sais pas si on aura les informations au mois de décembre, mais de modifier le budget fédéral, maintenant qu'on a un programme fédéral, de mettre un 25 millions ou un 28 millions, peu importe les montants de cost recovery? De mon point de vue, oui. Parce OK. qu'il y a une possibilité. Ça va dépendre si on a les réponses de qualité des programmes du fédéral à l'époque. La raison qu'on a inclus le 38 millions de la province à l'époque, c'était parce qu'on avait un premier ministre qui disait qu'il appuyait le projet. Et nous autres, on disait, ben écoute, si vous appuyez le projet, on vous a 38 millions basés sur ce modèle-là. Si le fédéral peut nous donner des indices, puis je garde M. Martin là-dessus, parce que les comptables, eux, vont dire, ben s'il y a une chance qu'on ait de l'argent, puis il y a des indices assez forts qu'ils feront l'affaire, on l'inclurait. Sinon, on va l'ignorer jusqu'au temps qu'on peut avoir des réponses précises. OK. Donc, l'intention, c'est de le faire? Oui. Parfait. Merci. À condition qu'on ait des réponses oui. claires et précises du fédéral. Oui, parfait. Concernant les critères des programmes qu'ils vont offrir, possiblement. Aussi longtemps que c'est derrière votre tête, puis vous revenez avec le budget, j'apprécierais ça. Toujours sur l'étude d'impact économique, beaucoup de failles, mais beaucoup d'informations utiles, mais beaucoup de failles aussi. Ça promettait, on avait demandé, j'ai l'impression, dans le RFP, de mesurer les opportunity costs. C'est à la page 19 du document. Mais le rapport n'en présente aucune. Ça fait, est-ce que dans l'étude d'impact, la mise à jour de David et de Pierre Marcel, on va avoir les opportunity costs? Je te reviens là-dessus. OK. Parler de import-export, ce que l'étude d'impact n'avait pas mesuré non plus. Lorsqu'on organise de plus en plus d'événements, on a de plus en plus de personnes, plus gros stades, qui vont venir voir. C'est une autre des théories qu'on a. Ouais. Est-ce que l'étude d'impact économique va mesurer également l'effet détrimental des spectacles qui, pour la plupart, c'est américains, britanniques, australiens et autres? Donc, essentiellement, pour eux, c'est une exportation. Ils viennent ici, ils ramassent notre argent, ils retournent en Irlande, ils retournent en Australie ou aux États-Unis. Il y a très peu d'artistes canadiens ou même des maritimes qui viennent faire, mais
Et est-ce que, puis on a parlé de le rapport d'impact économique aussi, l'effet de substitution, parce que si c'est des argents locaux essentiellement, ben, on le dépense là plutôt que aller au club local ou etc. Est-ce que l'étude d'impact économique va voir, par exemple, l'impact négatif, s'il y en a un, sur le marché du détail ou les épiceries ou autre chose? Est-ce que ça inclut? Pas de ma connaissance, Kevin, je pense pas. Je pense pas à ce niveau-là. Là. Mais Kevin peut peut-être commenter. On en a parlé dans la première étude, le coût de remplacement, l'argent dépensé au divertissement au lieu de l'argent dépensé ailleurs. J'imagine que ça fera partie de cette étude-ci également. Si vous avez un intérêt particulier, si vous voulez un élément particulier dans cette étude d'impact économique, ça me ferait plaisir de m'assurer que ce soit inclus dans la prochaine étude. S'il y a des éléments particuliers, envoyez-moi les détails et on va s'assurer qu'on les incluait. Donc, je mettrai en CC? Oui. OK. Et tout le conseil. OK. Et, deux autres questions sur l'étude d'impact économique. J'arrêterai, je passerai la parole. L'étude d'impact économique, la première, utilisait, puis je cite là, « a simple growth rate of 8% in a calculation of enhanced assessment growth potential ». Moi, ça me paraissait haut. Étant donné qu'on l'a fait en 2000, je pense que c'est 2010. C'était mars 2011, le rapport. Mars 2011, OK. Si on pouvait moins garder dans un an, juste pour voir la comparaison, est-ce qu'ils se trompaient lorsqu'ils ont mis 8 %? Si oui, parfait, là, on pourrait garder. Est-ce que l'étude d'impact économique pourrait ajouter ça comme considération, dire le premier postulat était de ça, donc, étant donné que maintenant qu'on a une année de mesure pour voir si c'est 8 % c'est réaliste, si c'est 9 ajoutons un 9 si c'est du 6 ajustons un 6 Ça serait utile. Et la dernière question sur l'étude d'impact économique, quand est-ce qu'on pourrait est-ce qu'on va la rendre, celle-là, utile, publique, excuse-moi? Oui. OK. On planifie de la rendre publique à l'entour du 6 de juin. OK. Parce qu'on s'imagine que le rapport va être terminé, complété vers le 20 mai, à peu près. Puis avant que ça soit finalisé, puis tout ça au niveau de l'équipe ici, on s'attend d'amener ça au conseil à la première réunion du mois de juin, en même temps ou avant que vous preniez une décision sur l'achat du terrain. Parfait. Puis le problème que j'ai eu depuis qu'on l'a reçu, c'est que je n'avais pas la chance d'aller consulter des économistes pour dire est-ce que ça fait du bon sens parce que c'est un document confidentiel privé. Parce qu'une partie de ça, c'était les différents sites. Là. Alors, parfait. Là, si c'est public, c'est beau. Moi, je peux aller consulter d'autres collègues économiques pour vérifier. Super. Merci beaucoup. J'arrête là. J'ai 4 autres questions, mais je laisse le conseiller Hicks poser les siennes. Le conseiller Bourgeois vous offre la chance de poser vos questions. Est-ce que vous en avez? Apparemment, le conseiller a besoin d'une pause. Alors oui, je vais prendre la relève pendant quelques instants. Je pense que c'est important, comme l'a dit le conseiller Bourgeois, qu'il faut qu'on soit aussi ouvert et transparent. Je suis la ville de Thunder Bay depuis quelques années. Ils ont un projet très intéressant. Ils sont arrivés au même point que nous. Ils sont un peu plus grands que nous. Ils ont 111 000 personnes d'habitants. Mais tout se trouve sur le site Web, bien que nous, on n'a pas grand-chose sur notre site Web. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous? Est-ce qu'on peut le placer sur le site Web au fur et à mesure qu'on reçoit, afin que les citoyens puissent voir tout cela? On peut, bien sûr, mais le défi est que il faut qu'on s'assure que tout ça traduit. On va essayer de publier le tout possible dans la mesure du raisonnable. Oui. Tout ce que nous allons préparer, on le mettra sur le site Web. Et voilà. Certains d'entre nous, au conseil, et presque tous les conseils, commencent à recevoir des courriels de personnes qui s'inquiètent quant au taux d'imposition. Et c'est ma grande préoccupation. Comment pouvons-nous y arriver sans avoir un impact sur les impôts fonciers? Et jeudi, on avait parlé de 10 millions de dollars. J'ai envoyé un courriel à M. Martin ce matin me demandant de l'expliquer parce qu'on ne l'avait jamais vu.
Et en 2013, notre budget d'exploitation 2013, on a dit pour garder exactement le même niveau d'opération, ça nous coûterait 121 millions de dollars et ça nous laisserait 4,9 millions de dollars de dépenses discrétionnaires. Mais on se demande pourquoi j'ai voté contre le budget d'opération, mais c'était la première année qu'on n'a pas réduit le taux de taxe. On n'avait pas pu le faire les 4 années précédentes. Alors, le 300 000 a été placé dans un fonds de réserve et 1,6 de la subvention des services de police qui nous ont donné un total de 1,9 million de dollars. Est-ce que c'est de là que vient les 10 millions de dollars? Comme quoi, sur 3 ans, on impose déjà des taxes pour un projet qu'on n'a même pas approuvé encore ici au Conseil? Non. Ce que nous avons l'intention et ce que le Conseil a approuvé jusqu'à date est de prendre de l'argent qui représente les revenus du casino et d'autres argent venus des économies sur les services d'économie. Alors, ça, c'est le Conseil a approuvé cette décision. C'était une décision du Conseil. D'ici la fin 2013, on aura 3,24 millions de dollars mis de côté pour un centre multifonctionnel. Mais la manière, M. Martin et moi, on en discute. Si le Conseil maintient le cap, s'il continue et les revenus du casino augmentent, on en prend un tiers ou 50 et ainsi de suite. C'est une échelle progressive. On en prend une plus grande portion chaque année des revenus du casino jusqu'à ce qu'on ait une somme raisonnable. D'ici la fin 2016, ces revenus du casino plus les économies sur les services de la GRC, ça nous donnera 10,5 millions de dollars. Et je peux vous le montrer. J'ai un tableau ici qui montre on aurait 3,2 à la fin 2013, 5,4 à la fin 2014, 7,9 à 2015 et 2016, on aurait 10,5 millions qui couvrent le prix de l'acquisition du terrain. Alors, on paierait le terrain cash, en argent comptant. Si on l'achète ou on l'achète au mois de juin, on le paye en argent comptant et puis on se rembourse nous-mêmes à partir de ces fonds de réserve, si vous permettez. C'est tout comme une personne qui veut s'acheter une maison ou construire quelque chose. Il faut toujours avoir une mise de fonds. Dans ce cas-ci, on parle d'une mise de fonds de 10 millions de dollars sur un projet de 95, 100 000 dollars, millions de dollars. C'est comme ça qu'on l'envisage. On a déjà autorisé des dépenses de 3,24 millions de dollars dans un fonds de réserve pour ce centre multifonctionnel. Vous pouvez y mettre fin, mais non, c'est que moi, j'étais au Colisée et tout le monde avait dit, tout le monde le veut, parce qu'on n'avait pas parlé d'impôts fonciers. Lors des dernières élections, les gens... il n'y a que 3 personnes qui en ont parlé, mais personne n'a parlé de payer. Et moi, je ne l'ai même pas marqué dans ma littérature. C'était juste pas une grande préoccupation dans mon district. Mais selon mes calculs, lorsque je dis aux gens, surtout les gens qui ne pensent pas que ce n'est pas une bonne idée, mais quand ils disent, mais vous payez 2,3 cents aux 100 dollars, vous payez un projet un projet que le Conseil n'a même pas payé encore. Alors, mais c'est vrai, n'est-ce pas? On impose des taxes aujourd'hui, en 2013, pour un projet qui n'a même pas été approuvé par le Conseil encore. Non, vous avez taxe pour un projet que le Conseil a approuvé en principe. C'est comme ça que je le dirais. Maintenant, pour le détail, est-ce que le Conseil a approuvé le projet définitif et les modalités financières? Non. Mais en principe, dans son plan d'immobilisation, oui, il l'a approuvé. Alors les gens, oui, sont déjà payés des impôts
sur ce projet déjà, pour ce projet, un projet qui aura lieu ou non. Mais en fin de compte, au cours des 15 prochains mois, le Conseil décidera si le projet va de l'avant ou non. Mais c'est comme toute autre chose. Si vous voulez construire une maison, quand on s'est marié, on a dit, bon, on va mettre assez d'argent de côté pour une mise de fonds sur la maison. Est-ce que ça voulait dire qu'on allait acheter une maison? Pas nécessairement, mais on mettait de l'argent de côté pour pouvoir en acheter éventuellement. Étant donné les chiffres qu'on a reçus aujourd'hui et qui ont changé depuis jeudi, c'est plus faisable. Ça m'encourage. J'ai pas aimé les chiffres de jeudi. Toutes mes questions étaient basées sur un chiffre de 65 millions de dollars. Je suis heureux donc de voir que ces chiffres ont changé au cours du week-end. Mais on parlait de 37,7 millions. On parle de 12 millions de dollars pour l'acquisition du terrain. Et l'Association des hôteliers, j'étais très heureux de voir qu'eux étaient ouverts à un financement à plus long terme parce que, et de DMCI, dont les membres vont profiter plus que toute autre personne, mais aussi pour les hôteliers. Il faut qu'on paye ceci sur une période de 30 ans et la province et le fédéral qui dit on va vous aider pendant 10 ans et ensuite, alors, soit vous êtes dedans ou non. Si on peut travailler avec DMCI ou l'Association des hôteliers et avoir un financement sur 30 ans, ça va être enlevé du 37,7. Peut-être que les chiffres seront encore plus beaux. Alors, les chiffres sont déjà beaucoup plus beaux que jeudi. Just to get back to that taxing, and I agree, it's in principle. Et le personnel, tout au cours de ce projet, nous a dit qu'en acceptant quelque chose en principe, on ne s'engage pas vraiment. Est-ce qu'on a demandé une fois à quelqu'un au gouvernement si on peut taxer quelqu'un pour un projet qu'on n'a pas approuvé? Les argents qui sont mis en fonds de réserve sont complètement légaux et selon les lois. Oui, mais dans le fonds de réserve, normalement, c'est pour le déneigement ou des choses. Je pose la question parce que j'ai déjeuné avec Kevin Lacey de la Fédération des contribuables. Il y a plusieurs personnes qui me disent qu'on a besoin de ce genre de groupe. Et il a été étonné qu'on pouvait imposer des taxes pour un projet qu'on n'avait pas approuvé. Dans notre demande à la commission d'emprunt en 2010, on a dit, en 2012, on a dit en 2014, notre dette serait de 33,9 millions. Mais en 2013, on a dit que ce serait centaines,2, une différence de 22. Et jusqu'en 2012, on a dit que ce serait 59 et c'était 107, une différence de 42 millions. Alors, comment est-ce qu'on a pu réduire notre dette devant la commission d'emprunt de 47,4 et 42,1 millions de dollars en 2016? Bonne question que je vais donner à M. Martin. Monsieur le maire, je veux m'assurer de bien comprendre votre question. N'oubliez pas que nous remboursons la dette tous les mois. Ça fait partie de nos responsabilités fiscales et nous avons réduit les paiements lorsqu'on a des actifs de 5 ans, on essaie de les payer en 5 ans. On a vraiment été très agressifs dans nos approches. On continue à essayer de maîtriser le niveau de dette. On a également vu des augmentations raisonnables des évaluations qui nous a aidés à contrôler et à maîtriser le coût de service de la dette. Alors, les dettes que nous encourons chaque année, moins les paiements sur la dette, vous donnent ces chiffres-là. Oui, mais ça fait longtemps que je dis que je suis le seul au Conseil qui regarde cela. C'est mon document favori. Le conseiller Légère va peut-être aimer ça. Je lui envoie et puis il aime les chiffres, mais c'est 12 mois d'écart ici. Oui. Alors, ils ont de 23,7 millions
en 2014, 47,7 de réduction de notre dette pour 2015 et 42,1 millions de moins en 2016. N'oubliez pas, conseiller, que chaque année, dans le budget d'immobilisation, le Conseil autorise pour l'année en cours et les autres années sont des projections uniquement. Alors, le budget en capital change. Il faudrait que je regourde. Il y a quelques années, l'année dernière, on a ajouté le poste de police, on allait y travailler, on y a consacré une somme. Et d'autres ont indiqué que les chiffres pour le centre multifonctionnel au centre-ville ont changé au cours des années. Le budget d'immobilisation est très flou après la fin de l'année en cours. Et chaque année, le Conseil établit ses priorités, établit son budget ainsi que les prédictions sur 4 ans. Mais c'est super, c'est formidable. J'ai jamais vu ce genre de réduction avant. Mais je vais vous les envoyer, vous pouvez les regarder et m'expliquer un peu mieux à un autre moment. Alors, ce qui s'est passé l'année dernière, mais qu'on le répète l'année prochaine. Ces documents sont préparés pour la commission d'emprunt et préparés en vertu de leur directive. Et ces mêmes documents doivent être présentés dans toutes les municipalités. Toutes les municipalités nous empruntons de la province, comme vous le savez. Alors, selon leurs règles, et il y a des projets qui ne voient jamais la lumière du jour, mais des projets qui sont quand même dans les livres et peut-être pendant plus de temps que prévu. Et au début, on présume que ces projets vont être consacrés dans l'année où les projets changent, les montants changent, les priorités changent, et ces chiffres changent beaucoup d'une année à l'autre aussi. Ils regardent la situation actuelle et des prédictions conservatrices. On va revenir dans quelques semaines avec une prédiction de 30 ans. Je ne sais pas si le plan sur 30 ans va ressembler à ceci parce que les hypothèses seront complètement différentes. Mais ce sont des lignes directrices générales qui nous donnent des indications sur le niveau de dette, le rapport de service de la dette. C'était exactement cela ma question. Lorsqu'on voit des réductions de cette importance, on se demande s'il y a eu des changements de priorité. Il y a eu des grands changements chaque année au budget. Moi aussi, je les garde. C'est juste que je ne me souviens pas d'avoir eu des réductions de cette envergure. Si on peut revenir au conseiller bourgeois pour qu'il... je veux juste vous faire avancer, s'il vous plaît. Non, le conseiller bourgeois va bien? Bon, alors poursuivez. Depuis quelques années, le Conseil a reçu de l'information sur l'effet des changements climatiques et on a vu des cartes et il y a eu une réunion, j'avais même dit que je pensais qu'on allait voir des choses qu'on ne peut pas partager. Je pense au mois de février, on a adopté une motion comme quoi qu'il soit alors résolu que le Conseil de Moncton demande que le gouvernement fédéral du Canada passe au financement de l'étape 3 du projet de restauration de la rivière Petit-Kodiak pour permettre à la province de construire le pont le plus vite possible. Le 23 mars, on a envoyé une lettre au premier ministre en disant qu'on veut explorer le financement pour un centre multifonctionnel au centre-ville. Est-ce qu'on a envoyé une lettre au premier ministre demandant le financement selon cette motion du mois de février portant sur l'inondation au centre-ville? Et sinon, pourquoi pas? Je ne sais pas s'il y a eu une lettre envoyée au premier ministre sur le nouveau pont sur le Petit-Kodiak. Je ne sais pas si on a envoyé une lettre. Je demandais tout simplement si on en a envoyé une. Non, je ne sais pas. Je peux juste vous dire que je ne sais pas s'il y a eu une lettre envoyée au premier ministre là-dessus.
Lorsque la conseillère Hoare et moi-même ont rencontré les architectes qui ont conçu le fourplex, on a beaucoup appris sur ce genre d'installation. Et la première question qu'on nous a demandé était combien la ville avait promis. Et parce que dans leur projet dans toute l'Amérique du Nord, les conseils établissaient un chiffre. Et c'était ça la chose la plus importante parce que ça servait à définir le projet. Et avec les chiffres que j'avais jeudi, et sur 2 ans et demi ou 3 ans, le projet a augmenté de 124 mais le 65 est plus bas aujourd'hui. Why didn't staff ever ask council right at the outset, how much are you committing into this? We have. And what did council say? I believe there's been money set aside in the last 2 capital budgets for the downtown center, if I'm not mistaken, and that's the answer we got from council. So every time council has approved these budgets, and it's kind of why I kind of thought maybe, but approve it. So you're saying that in 2010, March, Oui. when En 2010, le groupe de travail n'avait pas donné une indication claire. Donc, vous dites tout ce que le Conseil approuve à l'avenir. Donc, c'est pour ça qu'on examine ces chiffres présentés aujourd'hui. Le Conseil a adopté une résolution en 2010 qui a été remplacée par 2 décisions, au moins une décision sur le budget d'immobilisation de 2013 pour mettre de côté de certaines sommes d'argent. Donc, c'est le message qui a été compris par le personnel. Est-ce qu'on traite avec un chiffre plus élevé? Non. Ça signifie que le Conseil avait dédié certains fonds dans le budget immobilisation pour construire le centre multifonctionnel. Même si c'est dans le budget, ça ne veut pas dire qu'il va être dépassé. Il y avait des modalités précises pour approbation pour le Conseil. Nous avons un différent scénario ce soir dans notre présentation qui est différent que ce que le Conseil avait autorisé. Et comme dans le projet de 75 millions de dollars, mais ce n'est pas très différent. Si vous regardez le 25 millions de dollars que le Conseil a dit qu'il voulait dépasser sur le projet en 2010, ces 25 millions valent plutôt 30 millions aujourd'hui. Donc, c'est comme on l'a décrit avant, c'est seulement un site qui est basé sur des présomptions qui pourraient coûter 28 millions. Donc, on est dans le même champ. Comment est-ce qu'on va réaliser? Et notre travail ici, c'est de réduire ce chiffre avec quelque chose avec lequel on peut vivre pour avoir un bon rapport qualité-prix pour la ville. Si on dépense 75 millions de dollars sur un projet, j'aimerais mieux payer moins. Et moi aussi, je suis un contribuable et je paye beaucoup d'impôts fonciers sur ma propriété. Est-ce que le projet est important? Oui. Est-ce qu'il devrait être construit à n'importe quel coût? Non. Mais voilà la question que vous devez déterminer éventuellement selon une proposition précise du secteur privé. Et qu'est-ce qu'il nous offre? Et ça va faire l'objet de négociations. Et avec ces appels d'offres qui vont rentrer, on va beaucoup négocier. Oui, selon la résolution de 2010, on va délibérer. Et moi, comme conseiller, je vais faire tout mon possible pour protéger le contribuable et les taux. Donc, je vous remercie. Le conseiller était beaucoup intéressé dans cette étude de renouvellement qu'on devait passer en avril 2012. Vous dites que cette étude est dans des boîtes en haut.
Mais pour les personnes qui s'y intéressent, est-ce que ce document pourrait être accessible par le public? Est-ce que je pourrais l'avoir en PDF? Je pourrais peut-être vous donner des copies. J'ai quelques copies, mais en PDF, non. Il y a des dessins, des croquis. C'est très compliqué comme document. Il y a des croquis d'ingénierie. Mais j'ai des copies que je pourrais vous passer. Moi, j'aimerais avoir une copie. Non, je pourrais vous donner la mienne. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur Dubé. Conseiller Bourgeois. Vous avez 4 questions? Oui, il a répondu 2, donc il m'en reste 2. I have a legal opinion. Somebody asked me the following Lorsque question. les citoyens de Hildegard sont venus pour demander la compensation pour les dommages qui ont eu lieu à cause de l'inondation en mois d'août 2009, l'avis légal, j'espère que je peux la partager ici, là, mais l'avis légal qu'on avait reçu, c'est que aussi longtemps que le Conseil fait des efforts raisonnables pour éliminer le déficit en infrastructure, faire des investissements raisonnables pour éliminer les problèmes, on ne serait pas négligent et donc on ne pourrait pas, on peut toujours être poursuivi, mais on ne devrait pas être trouvé coupable. Je crois que je peux aller dans un générique comme ça, là. La question suivante qu'on m'a posée, c'est si le Conseil investit, c'était 53, là, ça change à 28, ou peu importe le montant, c'est la grosse pièce. Disons que c'était 28 millions idéalement. Mais si le Conseil investit 28 millions pour le centre du centre-ville, le multiplex, là, au lieu d'investir ce même montant-là dans les infrastructures de base, on sait avec les rapports de Emma, tout ça, qu'on a des problèmes, il faut les remplacer, puis on essaie de le faire, mais petit à petit. Mais là, ici, si on prend une décision consciente de dire on va prendre 28 millions au lieu de dépenser ça pour réparer les problèmes, là, on va le dépenser sur le centre. Est-ce que s'il y a quelqu'un après ça qui fait une inondation à cause de problèmes qui seraient imputables à la ville, est-ce que oui ou non, la ville s'ouvre à la possibilité d'être négligent? Je veux juste une opinion légale, je n'ai pas besoin de la réponse tout de suite, je n'ai pas l'impression qu'il y a personne qui peut le répondre, mais une recherche pour dire, c'est ça que la littérature ou la jurisprudence nous dit, que si on prend ça, pas de problème, on ne s'ouvre pas, là. Et ma dernière question, c'est, il y a un point de question dans ta présentation, là, je ne l'ai pas devant moi, comment on consulte les gens? Puis je crois que c'était une point de question, là, mais comment on prévoit consulter les gens dans ce projet ici, ou comme le maire a dit, in a meaningful way? Est-ce que vous allez revenir? Vous avez déjà les détails? Pouvez-vous partager ce soir? Oui, on s'attend d'utiliser les médias sociaux. On s'attend le 10 mai, le maire va livrer le discours du maire. Ça va être une autre opportunité pour les gens à écouter la vision de la ville concernant ce projet-là. Il y a le symposium des aînés le 29 mai. Il va y avoir sûrement d'autres événements existants qu'on va profiter d'eux. On s'attend d'avoir une séance porte ouverte, comme un town hall meeting quelque part. Là. On veut organiser ça. On est en train de faire des plans là-dessus, puis on veut revenir au conseil avec ce plan-là. On considère aussi des sondages. On a quand même un sondage en ligne qu'on a établi, on a très peu utilisé. Peut-être c'est le temps de l'utiliser. Le panel. Le panel, OK. ouais. C'est que d'ici au début, à la réunion publique du 6 mai, on veut arriver au conseil. La même soirée que John va présenter son plan, on veut présenter au conseil le plan de communication, le plan de consultation qui va traiter le mois de mai et juin spécifiquement, puis même après. Parce qu'il y a quand même des étapes à suivre. Là. Si on passe à travers du mois de mai, puis du mois de juin, puis le conseil dit oui, il va y avoir d'autres communications à faire. Fait on s'attend de présenter un plan détaillé de communication et de consultations publiques. Parfait. Merci énormément de ta patience et de tes renseignements, de tes réponses. Puis les autres, s'ils vont suivre, je vais vous envoyer la copie du courriel, surtout l'impact économique aussi, avec Kevin et aux autres membres du Conseil. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Encore une fois, merci de nous donner cette occasion de, enfin, en discuter publiquement. Merci beaucoup. Merci.